Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes ancien ministre, vous êtes encore conseiller de Paris, vous avez encore un mandat électif si j'ose dire, et vous observez de très près ce qui s'est produit en France depuis quelques semaines. Il y a une semaine précisément, jour pour jour, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour améliorer le pouvoir d'achat, pour essayer de sortir de cette crise des gilets jaunes. Et quelques jours après, on comprenait que l'application de ces mesures allait être très compliqué. Ce matin, le Premier ministre donne une interview aux Échos et commence à restreindre le nombre des bénéficiaires potentiels de cette prime d'activité qui doit permettre d'augmenter le SMIC. La France est irréformable? Non, je ne le crois pas, mais elle est très dure à vivre ensemble et politiquement et sans doute effectivement à réformer. Mais plus généralement d'ailleurs à rassembler, à conduire vers un futur. Donc ce à quoi nous avons assisté, c'est capacité à effectivement éteindre un incendie, vraisemblablement. Il faut maintenant apporter des réponses. Et puis, il faut avoir une réflexion plus globale. Il faut que la société française, d'ailleurs, réfléchisse sur elle-même. On va y venir, mais sur ces mesures-là, ce qui est frappant, vous avez été ministre, vous avez conduit une administration, des administrations. Ce qui est très frappant, c'est qu'une fois que le président a parlé, on se rend compte que la mise en œuvre, la mise en application est compliquée, moins généreuse que prévu ici, un peu plus là, enfin que tout ça donne le sentiment que l'administration reprend la main. Est-ce que c'est vrai? Je dirais pas ça, même si c'est la tendance permanente de l'administration de reprendre la main, d'expliquer que ça c'est impossible, de n'aller que dans le sens où elle veut aller. On l'a vu d'ailleurs, par exemple, sur un aspect pas budgétaire, mais sur la manière dont la préfecture de police et la police s'est conduite le premier samedi. Le premier samedi. C'était impossible de faire autrement, il fallait être prudent, et cette prudence a abouti à un spectacle et des résultats absolument catastrophiques. Vous voulez dire que là, c'est la faute de la police elle-même? Il y a un débat connu depuis des années, c'est vrai pour la police, c'est vrai pour d'autres administrations, où d'un certain point de vue, on prend des positions conservatrices, minimalistes, qui engagent le moins l'administration, qui lui fait prendre le moins de risques. On a toujours fait comme ça, ou ça n'est pas possible, on va essayer. Exactement. Voilà. Et donc... Ou bien, et c'est trop dangereux, etc. Et donc on a fait ces choix qui se sont avérés extrêmement mauvais. Et quand on est revenu à des choix qui avaient d'ailleurs été proposés en leur temps par d'autres ministres de l'Intérieur, je pense à Nicolas Sarkozy ou à Manuel Valls, des choix d'organisation. Je vous rappelle qu'on a eu les manifestations du mois de mai, que nous avons eu les manifestations de la loi travail qui avaient donné lieu à ce spectacle abominable de la destruction de la paroi de l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades quand même. Et donc c'est à nouveau ce type d'attitude qu'on avait laissé se développer finalement. Je prends ça, non pas pour faire une théorie du maintien de l'ordre, ce qui n'est pas notre objet, mais c'est parce que c'est la position, de mon point de vue, c'est toujours une administration qui vise à se protéger elle-même et à avoir une attitude à minima. Et donc, il faut un ministre qui résiste, qui s'impose? Il faut des ministres qui résistent, qui s'imposent, une volonté politique. Et ça, c'est le plus difficile, parce que la tentation, évidemment, d'un ministre, c'est de se protéger, ou d'un Premier ministre, c'est de se protéger derrière son administration. Donc un ministre qui impose, ou un ministre ou un président de la République qui pratique le spoil system. Emmanuel Macron avait promis de changer, d'évaluer et éventuellement de changer tous les patrons d'administration qui ne seraient pas à la hauteur ou qui ne conduiraient pas le changement. Ça n'est pas fait. Mais non, parce que le problème n'est pas l'opinion politique de tel ou tel directeur d'administration. La plupart d'entre eux, à mon avis, ont voté comme M. Macron le souhaitait. Mais le problème n'est pas là. Il est la culture de notre administration, l'ambiance d'ailleurs dans la société, parce que, étant donné que tout le monde, excusez-moi de le dire, mais fait une information partielle à des journaux qui vont faire tout de suite des articles polémiques, dès que vous prenez une position qui est un petit peu risquée, vous risquez de vous retrouver avec des fuites dans la presse qui dénoncent cette prise de position. Vous voulez dire que l'administration n'est pas loyale, de ce point de vue? Non, de ce point de vue, ce que j'ai vu, moi, c'est une administration qui est engluée dans son corporatisme personnel. Jusqu'à être... sa doxa, son dogmatisme. Jusqu'à être déloyal? Jusqu'à être d'avoir... Jean-Marie Le Guen, organiser une fuite dans la presse pour flinguer une mesure, pardon, le terme est un peu trivial, mais est-ce que c'est de la loyauté ou est-ce que c'est de la déloyauté? Il y a des traditions maintenant qui sont exigées par un certain nombre de journaux, Mediapart, etc., qui sont la déloyauté.
L'affaire Benalla est une affaire de déloyauté au point de départ. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, la justice en décidera. Mais enfin, il y a des affaires de déloyauté. Alors vous me direz, c'est très vieux finalement, depuis longtemps. Et puis il est normal que certains scandales explosent alors que l'administration ou l'État voudrait... Mais la limite est aujourd'hui franchie, où on voit un certain nombre de hauts responsables de l'administration ne pas hésiter pour défendre leur corporatisme. C'est pas le corporatisme au sens où on l'entend habituellement, les cheminots de la SNCF pour prendre une caricature, mais la doxa de son administration. Et la certitude qu'elle a raison. Et la certitude qu'elle a raison. Là, je vais un peu plus loin dans la question que vous m'aviez posée sur la difficulté qu'il y a pour un politique à prendre la main sur l'administration, à lui faire prendre des risques. C'est ça le sujet, c'est le risque. Je comprends. Et Emmanuel Macron, j'y reviens, avait promis de pratiquer le spoil system. C'est un de ses échecs de ne pas l'avoir fait ? Je pense qu'il a mal évalué. D'ailleurs, lui-même, sa politique est assez ambiguë, parce que autant on peut imaginer que d'un certain point de vue, il a une vision nouvelle sur la société, autant il reprend aussi, il a souvent repris des politiques qui étaient en fait les politiques proposées par les administrations. C'est-à-dire qu'il y a l'ambiguïté technocratique de la politique d'Emmanuel Macron, qui a frappé beaucoup d'observateurs et qui l'a sans doute éloigné d'un certain nombre de Français. Comment est-ce qu'on engage les prochaines réformes ? Il y a des dossiers très difficiles devant nous, les retraites, la PMA, mais prenons par exemple les retraites. Comment est-ce qu'on engage cette réforme qui forcément fera quelques gagnants et sûrement des perdants ? Je pense d'abord, il faut une vision. C'est là où je pense que la société française, le mouvement des Gilets jaunes, critiquable à bien des points de vue, etc., est quand même un moment de révélation d'une partie de la société française qui est quand même tout à fait passionnante. Je crois que s'agissant des retraites, il y a des sujets, par exemple, qui sont des sujets sur lesquels, à mon avis, on n'a pas forcément un avis personnel. Jusqu'où doit-on aller, par exemple, dans l'égalité homme-femme problématique des pensions de réversion, alors qu'on va vers une société plus autonome. Quelle part donne-t-on à la solidarité liée, par exemple, à la politique familiale, etc., etc. Il y a si vous décortiquez le sujet retraite et que vous n'en faites pas un sujet idéologiquement, vous avez des sujets de société sur lesquels il faudra que les Français s'expriment d'une façon ou d'une autre, d'où l'idée d'une réflexion un peu nouvelle sur les pratiques démocratiques. Quelle place aux valeurs familiales, quelle place à l'autonomie de l'individu, par exemple, sont des sujets qui ne sont pas évidents à traiter par un parti politique, quel qu'il soit, de gauche ou de droite. Des sujets sur lesquels, dites-vous, il faudra que les Français se prononcent. C'est le grand thème du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui ressort un peu partout et qui revient comme une des revendications les plus centrales de ces Gilets jaunes. Vous y croyez ? J'ai toujours été assez sceptique. Alors en même temps, je vois bien qu'il y a sans aucun doute la nécessité de donner une respiration et une possibilité d'intervention très directe du citoyen. Mais on voit bien que c'est la continuation aussi d'une politique populiste. Et en même temps, qu'on voit bien que la démocratie représentative, elle souffre énormément. Non pas parce que les gens sont méchants, pourris, etc. Mais parce que les séquences sont trop longues. Alors, je ne sais pas si les séquences sont trop longues, je pense surtout que la communication, les réseaux sociaux, etc., la volonté d'irruption et la crise morale dans laquelle, et économique, sociale dans laquelle est l'Occident d'ailleurs, et pas simplement la France, fait qu'il y a la nécessité pour certaines gens d'intervenir plus directement avec aussi l'idée, c'est qu'il y en a marre de la complexité de la société qui nous dépossède des solutions. Et donc il faut intervenir directement. Il faut intervenir directement pour dire, bon, bah, maintenant c'est simple, je simplifie des problèmes qui sont des problèmes complexes. Bon, ça, c'est ça le populisme qui peut être dangereux, et en même temps, ça représente quelque chose. Donc il y a à manier, je pense, cela, en évitant de tomber dans la caricature de la Suisse ou d'autres pays, où on ouvra. Je voyais ce matin... Vous voulez dire le référendum qui est trop facile à organiser, trop facile à déclencher. Trop facile à déclencher sur des sujets qui ne sont pas des sujets sur lesquels on ne peut pas accepter une simplification. Voilà, il y a un côté, je renverse la table en permanence, la société peut aller à volo. Voilà. Vous savez, l'anarchie organisée, ça débouche sur l'autoritarisme. Au moment de la défaite du PS et de la défaite de la gauche en 2017, en juin 2017, vous avez dit le PS est mort. Oui.
Il est enterré? Ah bah là, il essaye de se manifester sa mort clinique, il veut se rappeler, c'est le paradoxe. Non, oui, là, je pense que franchement, la manière dont ce parti est aujourd'hui orienté est une incompréhension complète. Et d'ailleurs, un manque complet de distance par rapport à l'histoire, à la société. Enfin, c'est vraiment la petite politicaillerie qui les emmène jusqu'au bord du précipice en permanence. Enterré, donc. Je veux dire, il faut Écoutez, refonder complètement, changer... Moi je pense qu'il y a la nécessité d'avoir un courant sur les valeurs de la social-démocratie, pas forcément les recettes de la social-démocratie, mais sur ses valeurs. Cela dit, ça ne peut pas être aujourd'hui l'orientation que prend le Parti socialiste dans la caricature, dans le court-termisme, la petite politicaillerie. Et ce qui est vrai d'ailleurs pour le PS n'est pas vrai que pour le PS, mais pour la gauche en général. La manière dont Mélenchon, dont Hamon, dont le PS ont vécu ce mouvement des Gilets jaunes est une caricature absolue où ils sont sanctionnés massivement. Et tous les sondages donnent une gagnante qui est Marine Le Pen. Naturellement. Naturellement, parce que le mouvement, ce mouvement, la caractéristique sociale, sans que les personnes en aient souvent la conscience d'ailleurs, mais c'est d'aller vers effectivement ce populisme de droite que défend de façon incomplète et parfois caricaturale Madame Le Pen. À voir dans les prochaines élections, on verra aux élections européennes concrètement ce que le rapport de force des Français est advenu. Merci beaucoup Jean-Marie Le Cohen.